Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Localocratie. Je suis Xavier Marichal. Professeur de philosophie sociale et politique, Vincent de Corbiteur nous aide à clarifier ce qui distingue différentes approches de l'implication citoyenne en politique. Démocratie représentative, participative ou directe conçoivent différemment la prise de responsabilité et ce faisant la manière dont élus, citoyens, citoyennes vont interagir ou pas pour qu'une décision soit prise. Bien poser ces cadres aide à mieux comprendre les degrés de confiance et de frustration qui oscillent de part et d'autre et nous offre une clé d'interprétation intéressante pour les prochains épisodes de cette saison 2 de Localocratie. Bonne écoute! Bonjour Vincent de Corbiteur. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre bureau à l'ULB. Je pense que beaucoup d'auditoristes vous connaissent déjà, vous êtes intervenu longtemps et intervenez encore régulièrement dans les médias. Mais peut-être que vous pouvez en quelques phrases résumer votre parcours et votre intérêt de longue date pour la démocratie. Alors je suis philosophe de formation, mais il se trouve que pendant 15 ans, j'ai plutôt exercé le métier de politologue. J'ai dirigé pendant 15 ans le CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique. J'avais déjà un intérêt pour la démocratie avant cela. Ça m'a orienté davantage vers l'étude de la vie politique de manière plus détaillée. Puis, depuis une dizaine d'années, je suis professeur de philosophie sociale et politique à l'ULB. Donc, je retravaille les questions de démocratie un peu plus au niveau des principes, le fonctionnement global du système, ses fondements, les innovations à apporter au système. Et je m'intéresse à la vie communale comme à d'autres niveaux de pouvoir, mais pas du tout de manière privilégiée. Vous dites les améliorations à apporter au système, donc vous pensez que la démocratie, c'est pas une histoire entendue une fois pour toutes et qu'il y a encore moyen de réfléchir à des manières de la faire fonctionner mieux? Oui. Pour d'abord une première raison de principe, c'est que la démocratie, étymologiquement, c'est le pouvoir au peuple. La formule rituelle, c'est le gouvernement pour le peuple, par le peuple, sauf que, nous le savons, nous n'exerçons pas comme citoyens nous-mêmes le pouvoir. Nous élisons ce qu'on appelle des représentants qui sont censés représenter nos volontés, nos intérêts et déterminer de la meilleure manière possible ce que ils jugent bon pour la population dans son ensemble. Et donc, le principe même de la démocratie représentative qui passe par des élections, c'est un principe de dépossession. Le peuple est souverain au moment où il vote, il choisit ses dirigeants, c'est un privilège considérable par rapport à tous les autres systèmes politiques, mais entre deux élections, il n'est pas réduit au silence, il peut protester, il peut proposer, il peut descendre dans la rue, il peut pétitionner, mais ce n'est quand même pas lui qui prend les décisions. Et donc forcément, il y a toutes les questions qui se posent quant aux écarts entre ce que les électeurs attendent comme résultat de leur vote et ce que les élus font véritablement une fois qu'ils sont aux responsabilités. Et il y a, en dehors même de ce décalage éventuel entre nos aspirations et ce que les élus vont faire et les désaccords ou les frustrations que leurs initiatives peuvent engendrer, il y a déjà des questions à se poser sur la pertinence du mécanisme du vote. Pas parce que c'est un phénomène de dépossession, j'en ai parlé, mais aussi parce que nous avons un bulletin de vote par niveau de pouvoir. Alors en Belgique, comme on a des communautés, des régions, en plus de l'autorité fédérale, on a 2 bulletins de vote au plan législatif. Un pour l'autorité fédérale, l'autre pour la région et la communauté. En règle générale, les deux vont de pair, région et communauté. Mais ça ne fait que 2 bulletins de vote. Au niveau communal, on a 1 bulletin de vote. Et nous devons choisir entre une dizaine, une vingtaine, selon les cas, une trentaine de partis politiques, de listes différentes, qui se proposent à nous, et nous avons un vote. On ne peut pas panacher. On ne peut pas donner 4 points au parti que nous préférons, 3 points au deuxième parti qui aurait nos préférences à un cran légèrement moindre, 2 points, 1 point, etc. On mise tout en quelque sorte sur un parti politique ou un candidat, une candidate. Or, nous sommes entrés depuis plusieurs décennies dans des sociétés extrêmement complexes dans lesquelles il y a des dizaines,
pour chaque citoyen sûrement une dizaine d'enjeux qu'il ou elle va considérer comme fondamentaux. Des questions d'enseignement, des questions de mobilité ou d'aménagement du territoire, des questions d'environnement, des questions de pouvoir d'achat, des questions d'immigration, des problématiques de sécurité, des problématiques de défense des minorités, etc., etc. Donc le citoyen, quand il utilise son unique bulletin de vote pour choisir dans toutes les listes qui se proposent à lui l'unique liste à laquelle il va apporter son appui, moi je fais depuis des années l'analyse qu'il est souvent très embarrassé et souvent frustré. Il aimerait bien peut-être avoir plusieurs bulletins de vote pour choisir des partis différents selon les dossiers, mais ce n'est pas comme ça que le système fonctionne. Et donc, indépendamment du problème classique qui est « je donne ma souveraineté à ceux qui vont décider en mon nom », on a un deuxième problème, c'est qu'au moment où je choisis celle ou celui qui va décider en mon nom, je suis déjà embarrassé parce que cette personne ne me convient peut-être que de manière partielle. Et donc, il me paraît normal qu'il y ait ce qu'on appelle depuis une trentaine d'années une crise de la démocratie représentative, pas parce que tout à coup le système dysfonctionnerait ou que nos représentants seraient moins bons qu'avant, mais parce que les principes mêmes de fonctionnement ne permettent pas de satisfaire les citoyens. D'où la nécessité de compléter ce mécanisme purement électif par des mécanismes qu'on appelle généralement participatifs. Mais merci pour cette introduction sur l'enjeu, parce qu'effectivement, avec Localocratie, je voulais vous entendre sur cette démocratie dite participative. Mais si on se focalise au niveau communal avec ce que vous venez de dire, donc l'idée sous-jacente, c'est qu'en fait, plutôt que de voter, comme vous le dites, pour une seule liste, dont j'espère peut-être que le ou la bourgmestre émergera, ou une autre liste dont je pense que tel candidat pour lequel je vote spécifiquement ferait un ou une excellente échevin ou échevine de l'environnement, ou de l'enseignement, ou des travaux, votre idée, ce serait d'arriver à un moment donné à exprimer plusieurs préférences pour quelque part que tout le monde retrouve une partie de son équipe favorite dans les équipes qui émergeraient aux manettes d'une commune? Oui, alors ça peut se faire par une révision du mécanisme du vote, la réintroduction du panachage, ou comme je l'évoquais, une possibilité d'avoir des votes de poids différents pour chaque citoyen, évidemment, à égalité avec les autres. C'est une manière de faire. Cela étant, ça ne va pas, me semble-t-il, régler complètement la question, parce que ça permet de moduler plus finement le poids que vous donnez aux différents partis. Si on peut panacher et avoir de 1 à 5 votes, vous décidez d'utiliser ou pas le panachage, vous misez quand même tout sur un seul parti, ou bien vous distribuez sur 2 ou 3. Tout ça va modifier dans une certaine mesure la composition des assemblées élues, du Conseil communal jusqu'au Parlement européen. Mais le problème de la dépossession, vous avez transmis votre souveraineté, votre capacité de décision aux autres, reste entier. Et la question de l'adéquation entre les partis ou les personnes que vous avez choisies et vos préférences personnelles, dossier par dossier, ou questions concrètes par questions concrètes, va continuer à se poser. Et donc, je trouve tout à fait normal qu'il y ait des aspirations citoyennes à des pratiques de référendum ou des pratiques participatives dans lesquelles les citoyens peuvent s'exprimer de façon personnelle et active, parce que dans le référendum, par principe, vous votez sur une question déterminée. Très précise. On vous propose souvent une alternative, éventuellement 3 possibilités autour d'une même problématique, et vous ne décidez que sur cet enjeu-là, et vous contribuez à faire la décision sur cet enjeu-là. Ça n'est pas un vote sur une question qui a des conséquences sur toute une série d'autres thèmes pour lesquels vous auriez préféré voter dans une direction différente. Donc, je trouve normal qu'il y ait cette aspiration à utiliser soit le référendum, soit la consultation populaire, qui est un référendum sans effet contraignant juridiquement. La consultation populaire, c'est le même mécanisme, mais l'autorité politique n'est pas obligée de se soumettre à la décision majoritaire des citoyens qui ont été consultés. Elle prend l'avis avant de prendre sa décision. Et elle peut prendre le risque de ne pas suivre l'avis. Mais c'est la seule différence avec un référendum. Donc je comprends très bien l'aspiration au référendum, ou bien à des techniques participatives dans lesquelles les citoyens s'expriment, pas par un bulletin, pour ou contre la proposition faite, mais élaborent eux-mêmes des propositions, argumentent, peuvent contester, peuvent avancer leur pion en vue de telle solution plutôt que dans telle autre, que de telle autre. C'est d'autant plus normal qu'il y a ces frustrations que j'évoquais,
et qui est un phénomène sociologique fondamental. Contrairement à ce qu'on dit fréquemment, il y aura un fossé entre les citoyens et les élus. C'est l'inverse. Le fossé, il est comblé. Il y a eu un fossé entre les citoyens et les élus il y a un siècle et demi, 2 siècles, quand la démocratie démarrait. C'était un fossé social et de connaissances et de niveau de diplôme considérable. Les élus étaient d'ailleurs les seuls à être éligibles par définition et venaient des couches supérieures de la société, les plus riches ou les plus diplômés ou les deux à la fois. Aujourd'hui, tout le monde est éligible, tout le monde peut être candidat aux élections, vous n'avez besoin d'aucun diplôme, d'aucune compétence particulière, et une bonne partie de la population a un niveau global de connaissances, de scolarité, de diplôme assez proche ou égal à celui des élus. Et c'est justement pour ça aussi que les citoyens sont plus frustrés qu'auparavant. Ils sont plus convaincus par principe qu'il y a des élites mieux formées, plus sages, plus diplômées, qui ont plus de connaissances, qui dirigent en leur nom. Ils ont l'impression qu'au fond, ils sont tout aussi intelligents, compétents, raisonnables que ceux qui nous gouvernent et qu'ils ont donc le droit d'avoir un regard critique sur les décisions qui sont prises. Donc c'est aussi une raison pour laquelle il y a une aspiration à une démocratie plus participative, c'est que le citoyen se sent aussi légitime, à tort ou à raison, que les élus, de donner son avis et de participer à la décision. Mais avec cette frustration, finalement, à part une fois tous les 5 ou 6 ans selon le niveau de pouvoir, ne pas forcément se sentir entendu, voire respecté, alors que la citoyenne, le citoyen s'estime effectivement à niveau égal. Effectivement, si on ne met pas en place, entre 2 élections, des mécanismes de consultation, de participation ou de décision citoyenne, ou de délibération citoyenne, un certain nombre de ces personnes se sentent en effet mises de côté, alors que la démocratie, c'est la souveraineté du peuple, et que donc, composant le peuple, elles estiment qu'elles devraient avoir aussi un droit de regard. Et donc, pour plusieurs raisons, pour moi, il n'est pas du tout étonnant qu'on ait cette aspiration aujourd'hui à une démocratie qui vient compléter la démocratie représentative. Et en termes alors de vocabulaire, je pense qu'on devrait distinguer une démocratie participative de la part des citoyens, de mécanismes dans lesquels les citoyens auraient eux-mêmes un pouvoir de décision. Un référendum, ça donne le pouvoir de décision aux citoyens, c'est une démocratie qu'on appelle directe. De manière directe, les citoyens eux-mêmes prennent la décision. On peut imaginer des assemblées citoyennes de taille variable qui ont aussi un pouvoir de décision. Et dans ce cas-là, j'aurais tendance à parler là aussi d'une démocratie directe à certains égards. Vous avez une assemblée parlementaire mais composée de citoyens tirés au sort. Vous avez des citoyens qui élaborent eux-mêmes ce qu'on appelle un budget participatif, mais qui auraient la possibilité de décider eux-mêmes finalement à quoi on affecte des éléments du budget d'une commune par exemple. À ce moment-là, on met les élus complètement de côté en quelque sorte et de manière directe les citoyens prennent la décision. Moi, je parle de démocratie participative quand le citoyen est un rouage du processus, mais qui n'a pas le pouvoir de décider en dernier ressort. Il participe à une étape intermédiaire. Il est consulté, il participe à une assemblée citoyenne qui délibère, qui propose une résolution, mais qui ne peut pas trancher, qui ne peut pas imposer ses vues. Il participe à un budget participatif, mais ce serait l'autorité communale qui aurait le dernier mot et qui peut refuser les propositions émises par les comités citoyens. Dans des cas de ce genre, il faut parler, me semble-t-il, d'une démocratie participative pour ne pas tromper le citoyen sur l'étendue de ses pouvoirs. Surtout que j'ai l'impression que pour beaucoup de citoyennes et citoyens, c'est assez confus aujourd'hui parce qu'il y a presque autant de mécanismes de budget participatif que de communes qui en implémentent. Et donc, derrière un terme unique, on retrouve des variations. À des endroits, on sélectionne, à d'autres endroits, on décide, à d'autres endroits, on ne fait que donner un avis, à d'autres endroits, on revote, tous les citoyens reparticipent à la présélection, à d'autres endroits, ce n'est qu'un jury qui a été lui-même désigné. Il y a évidemment des modalités très très variables. Je crois que justement, si on veut mettre un petit peu d'ordre, la différence fondamentale, c'est quand même savoir qui a le droit de décider en dernier ressort.
Et donc, de ce point de vue, une consultation populaire, c'est quand même très différent d'un référendum. On a connu des consultations populaires où une majorité nette s'était prononcée dans une direction, et puis en définitive, on est allé dans une autre direction. La plus célèbre, c'est la première en Belgique, en 1950. Une majorité du peuple belge vote en faveur de la reprise par le roi Léopold III de ses pouvoirs constitutionnels, décide qu'il doit remonter sur le trône. Et finalement, il s'efface au profit de son fils Baudouin parce que l'opposition, en Wallonie en particulier, est telle qu'il vaut mieux ne pas suivre l'avis du peuple. Si ça avait été un référendum, on aurait dû contraindre le roi, qui se serait d'ailleurs peut-être laissé faire assez volontiers à monter sur le trône, quitte à avoir du coup des tensions encore beaucoup plus vives. Donc moi je pense que c'est quand même toujours fondamental de bien déterminer qui est le décideur en dernier ressort. Parce que certains disent, à partir du moment où une forte majorité de citoyens qui se sont exprimés ont pris telle option, le pouvoir politique est obligé d'aller dans cette direction parce qu'autrement il a peur d'être sanctionné. L'expérience montre que ce n'est pas si simple, que des votes citoyens très majoritaires n'ont pas été suivis par les responsables politiques, qui ne s'estimaient juridiquement pas liés, et en effet juridiquement ils n'étaient pas liés, et qui estimaient avoir de bonnes raisons, alors chacun les évalue chaque fois, de ne pas suivre la volonté populaire. Donc ne leurrons pas les citoyens et soyons surtout clairs sur cette question de savoir qui décide en dernier ressort. Après les autres détails, je ne dis pas du tout qu'ils sont sans importance, mais je trouve quand même que c'est ça qui est décisif, parce que c'est très révélateur du degré de confiance que l'on fait à la population. Et ce qui est une question fondamentale en démocratie. On nous fait confiance pour voter, c'est-à-dire pour choisir nos chefs, nos dirigeants. Et donc, il ne va pas de soi que si on consulte la population, si on lui permet de délibérer, de réfléchir, on n'aille pas jusqu'au bout du processus et qu'on ne lui fasse pas confiance pour décider. Je ne dis pas qu'on a tort de refuser qu'elle décide. C'est peut-être, dans certaines circonstances, sur certains sujets, une bonne chose. Mais ça doit toujours être très clairement dit et justifié. Pourquoi ne fait-on pas confiance à cette même population qu'on juge assez compétente, par contre, pour choisir ses élus. Donc, je trouve que la clarté là-dessus est fondamentale. Oui, c'est ce que des gens qui pratiquent ou qui aident à animer des solutions de démocratie participative, notamment dans les communes, disent toujours, première étape, c'est l'information transparente. Et si je vous entends, au sein de cette information transparente, c'est être extrêmement précis sur où la décision sera prise à l'étape ultime et où s'arrête ou ne s'arrête pas parce qu'il va jusqu'au bout la participation citoyenne. Tout à fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut imaginer un fossé, soit les citoyens se contentent de faire valoir leurs préférences et puis les responsables politiques sont complètement libres, soit les citoyens décident eux-mêmes. On peut très bien imaginer, c'est ce qui a été adopté par la communauté germanophone, des systèmes dans lesquels les citoyens aboutissent à une proposition élaborée. Le dernier mot est donné aux responsables politiques, mais il y a obligatoirement un dialogue qui doit se tisser à un moment du processus entre les citoyens et les responsables politiques. On peut avoir des commissions mixtes où vous avez à la fois des élus et des citoyens. On peut contraindre les élus à toujours expliquer pourquoi ils ne suivent éventuellement pas les propositions d'une assemblée citoyenne. Donc, ça n'est pas un tout ou rien, le simple avis qu'on laisse les autres, les élus libres de complètement ignorer, ou la souveraineté absolue du peuple. On peut imaginer des systèmes plus fins, plus mixtes, mais encore une fois, je pense qu'il faut être très clair sur le décideur en dernier ressort. Est-ce que vous pensez que ce niveau communal, qu'on décrit souvent comme étant l'adage dit le plus proche des citoyens, est un terreau intéressant pour aller un peu plus loin? Alors, intéressant sûrement, privilégié, j'en suis moins convaincu. Bon, d'abord, la formule pouvoir communal, pouvoir de proximité. Alors, géographiquement, oui, bien sûr. Oui. Le pouvoir est proche. Vous pensez que c'est de là que ça vient, le fait que le siège du collège est plus proche qu'un parlement de ses citoyens? C'est-à-dire qu'on raisonne quand même d'abord sur une base géographique. C'est près de chez moi puisque je suis dans la commune. Donc forcément, le pouvoir m'est proche au sens où,
en termes de distance physique, forcément la maison communale n'est pas à des dizaines de kilomètres. J'ai des chances de croiser le bourgmestre dans la rue. J'ai moins de chances, si j'habite à Arlon, de croiser un ministre ou un député fédéral dans la rue parce qu'il sera plutôt à Bruxelles. Donc ça, c'est incontestable qu'il y a cette proximité. Il peut y avoir la proximité avec une partie du personnel politique élu. Dans une petite commune en particulier, on peut connaître personnellement, par des attaches familiales, de sociabilité ou l'autre, une partie du conseil communal, voire le bourgmestre lui-même ou la bourgmestre, incontestablement. Est-ce que ça fait tourner la démocratie communale de manière plus fluide ou plus démocratique? Ce qui a l'air d'être souvent sous-entendu, j'en suis personnellement moins convaincu. D'abord parce que les communes s'occupent de tout ce qui est d'intérêt communal, mais une foule de choses sont d'intérêt communal. La vie publique communale, la vie politique est beaucoup plus complexe que celle que les citoyens pourraient imaginer. Il suffit de voir comment se divisent les compétences des échevins et on voit apparaître, comme au niveau fédéral, des dizaines de compétences différentes. Un échevin, on a souvent plusieurs. Et les services communaux sont eux-mêmes en très grand nombre. Et au fond, la complexité d'une commune n'a pas grand-chose à envier à la complexité d'un pays. Alors bien sûr, il n'y a pas de la diplomatie, il n'y a pas une armée, mais il n'y a pas tellement finalement de domaines qui échappent à la vie politique communale. Donc, elle peut être plus proche, elle n'est pas forcément mieux connue. Par ailleurs, la proximité n'est pas toujours un avantage. Et en termes de décision citoyenne, je peux bien imaginer qu'une assemblée citoyenne s'empare plus facilement de problématiques locales parce que chaque citoyen les connaît mieux et comprend plus vite peut-être les enjeux, voit plus vite en quoi ça va le toucher personnellement. Et si on a en plus une participation des élus à la délibération, ça crée du lien. Ce sont encore une fois des personnes dans des petites communes qu'on peut côtoyer par ailleurs. Donc, il y a là sûrement de bonnes conditions pour une bonne appréhension des problématiques. Par contre, et les spécialistes des assemblées citoyennes attirent l'attention sur cet enjeu, il n'est pas toujours bon que les personnes soient personnellement, individuellement intéressées par la décision à prendre. Parce que vous pouvez du coup vous crisper sur votre point de vue très individuel. On connaît par exemple le fameux syndrome NIMBY, pas dans mon jardin. Oui, un centre d'accueil pour réfugiés, oui, une centrale nucléaire, très bien, mais à 5 ou 10 kilomètres, mais pas de juste l'autre côté de la commune que celui où moi j'habite. Ou dans la commune voisine, c'est encore plus sûr. Des personnes qui sont trop directement intéressées à une décision peuvent avoir plus de mal que d'autres qui sont moins intéressés à entendre les meilleurs arguments, à considérer l'intérêt général, à dépasser leur petite sphère privée et peuvent bloquer du coup l'élaboration d'une décision d'intérêt commun profitable à toutes et tous. Et donc moi je peux très bien imaginer que le niveau local sur des sujets qui concernent la vie quotidienne des citoyens engendre plus encore de blocages et de difficultés dans la délibération entre citoyens qu'à un niveau plus large. C'est d'ailleurs le raisonnement que font les responsables politiques quand ils préfèrent voir des sujets sensibles traités au niveau européen. Parce que les parlementaires européens, et même les commissaires aussi, et même les États, les gouvernements, quand ils décident au niveau européen, se sentent moins directement sous l'œil des électeurs nationaux et sont plus libres de leur mouvement et de prendre des risques, parce qu'ils n'ont pas la même impression qu'ils vont devoir rendre des comptes à une population vigilante. Et donc, on est parfois plus apte à prendre des meilleures décisions sur un sujet plus global ou plus lointain que quand ça nous touche dans notre vie quotidienne. Donc, je pense qu'il y a un peu en Belgique qui est très fier de sa vieille tradition d'autonomie communale et provinciale. Ça remonte à la fondation du pays, à l'indépendance. Je crois qu'en Belgique, on a un peu mythifié les vertus du niveau communal de pouvoir. J'entends deux choses dans ce que vous dites. L'une, effectivement, que le pouvoir décisionnaire avec l'Europe prenne plus loin, ce qui permet finalement de garder des relations apaisées au niveau local où on se situe et ne pas se retrouver partie prenante d'un débat qui peut parfois devenir houleux. Finalement, c'est pris par un parlement plus lointain, plus externe. Est-ce que vous avez l'impression
que c'est peut-être pour ça que la démocratie participative dans nos communes a surtout pris l'aspect d'un budget participatif, c'est-à-dire finalement que de formes de décision positives. On n'est pas en train de travailler dans un budget participatif sur un grand enjeu difficile, délicat, qui pourrait susciter des tensions vives. On est plutôt souvent dans de l'amélioration de la vie locale. Certes, il faut choisir, notamment parce que le budget est limité et que s'il y a 10 projets proposés, on n'a peut-être pas tout le budget. Mais toutes les décisions ne seront que des décisions qui rajoutent du bien-être ou qui rajoutent des éléments quelque part sympathiques et pas polémiques. Ce qui joue d'abord, c'est le fait que des décisions de principe sur des questions de société au sens le plus large de l'expression, celles-là, elles sont prises à d'autres niveaux de pouvoir, régional, ou des communautés, ou du fédéral, ou de l'Europe. Les communes ne légifèrent pas au sens strict du terme. Elles adoptent des règlements qui ont un impact général sur leur territoire, mais elles ne doivent pas trancher des grandes questions de principe. Elles sont davantage dans l'aménagement de la vie quotidienne, l'organisation de la vie quotidienne dans toute une série de domaines. Et donc, effectivement, vu le caractère local des enjeux, ça se prête plus à des pratiques du type budget participatif où on décide qu'une partie du budget communal sera affectée à des projets que des citoyens jugent prioritaires, parce que ça fait en effet partie du type de décision que des communes prennent très couramment. On doit aménager la voie publique. Pourquoi ne pas en effet demander aux citoyens s'ils ont une préférence pour tel ou tel type d'aménagement pour lesquels ils auraient une part de budget qui est laissée à leur discrétion, là où un plan global d'aménagement sera peut-être, lui, par contre, concerté à l'intérieur des professionnels, au niveau des élus, avec les techniciens dont ils doivent s'entourer. Donc, de fait, il y a certainement des raisons pour lesquelles une technique de budget participatif est classique dans les communes. Ça n'empêche qu'il y a depuis longtemps aussi d'autres techniques participatives, commission d'aménagement du territoire, commission consultative des jeunes, des aînés, à une autre époque. Avant que les personnes d'origine étrangère, de nationalité étrangère aient le droit de vote, il y avait régulièrement des conseils consultatifs des immigrés qui pouvaient faire entendre leur voix à défaut d'avoir un droit de vote. Donc le budget participatif n'est pas non plus la seule voie d'une démocratie citoyenne à l'intérieur des communes. Mais merci pour cet éclairage qui rebalise bien les concepts et toute une série d'enjeux. Comme je l'ai déjà souligné en donnant son titre à cet épisode avec Vincent de Corbiter, la notion de confiance m'a particulièrement marqué au travers de notre conversation. Confiance que les élus donnent à la population pour amender le système, et réciproquement, confiance que la population accorde ou non à ses représentants. À cet égard, il en a souligné 3 aspects pendant notre discussion. Le premier, c'est de bien comprendre dans un système démocratique où se trouve le véritable pouvoir décisionnel. C'est un aspect sur lequel nous reviendrons plusieurs fois dans les prochains épisodes, car souvent source de frustration dans ce modèle de démocratie participative. Le deuxième aspect qu'il a souligné, c'est sa compréhension pour la frustration montante au sein de la population qui se sent de plus en plus compétente et légitime pour participer, voire prendre ou prendre ensemble toute une série de décisions. Il y a clairement là un enjeu démocratique important pour les années à venir à tous les niveaux de pouvoir. Le troisième aspect, c'est cette notion de pouvoir proche dont on qualifie souvent la démocratie communale. J'ai été fort marqué par sa vision très prosaïque de rappeler que cette proximité était d'abord et avant tout géographique et qu'elle n'impliquait pas forcément une meilleure relation pour la démocratie, car au contraire, de part et d'autre, chacun va se sentir tant plus légitime, mais également plus redevable vis-à-vis tantôt des élus, tantôt de la population, avec toutes les complexifications humaines que cela peut engendrer. Excellent point de veille à garder lorsque les uns ou les autres nous interagissons avec notre pouvoir communal.
À très bientôt pour un prochain épisode de Localocratie. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Et je vous souhaite bonne suite de matinée, après-midi ou soirée, c'est selon.